Bonsoir à tous. Eh bien, comme prévu, euh, nous allons recevoir ce soir Jonathan Marcotte et on va aborder un petit sujet qui va faire une introduction à la venue prochaine de Monsieur Cyril Bertin. On va aborder le milieu de la carène et des tombants, supérieur, qui va nous permettre de développer l'alimentation de ces endroits, la répartition de l'énergie, la façon dont ça va se traduire, les interactions entre le plancton, la lumière, etc. Donc j'espère que Jonathan va arriver, que je ne vois pas encore, et on va attaquer ça. Alors ensuite, donc la semaine prochaine, jeudi, je reçois Sabine Pénisson de Live. Et puis ensuite, je recevrai Cyril Bertin. Et entre-temps, on va sans doute le glisser entre-temps, parce que ce sera un sujet un peu plus court. On va recevoir Julien, qui lui va nous parler donc de la méthode de plancton, la méthode phytoplancton. Voilà, alors j'attends j'attends monsieur Jonathan, qui n'est pas encore arrivé. Bon, ça va pas tarder. Alors, évidemment, donc, moi, à ce moment-là, je vais commencer un petit peu. Hein. Ce qui est très intéressant dans la carène, dans la partie supérieure des récifs, c'est qu'il n'y a pas, quasiment pas, de support à la sédimentation. On a un brassage extrêmement puissant, puisqu'on a la houle, on a les marées, et de ce fait, ces zones sont extrêmement exposées, non seulement, bien sûr, à des conditions qui peuvent être extrêmes, mais aussi à des conditions de pureté d'eau très particulières. Cette position sur le récif aussi détermine une exposition à la lumière particulière qui va influencer la manière de se nourrir des coraux. On trouvera moins de coraux chasseurs dans ces espaces que dans les espaces qui restent toujours recouverts par l'eau. Cette répartition donc de la nourriture fait en sorte que ces coraux vont avoir tendance à orienter le ratio de leur alimentation vers la lumière. Ensuite, on a bien sûr l'aspect chimique. Et dans l'aspect chimique, on va retrouver des conditions physico-chimiques particulières à cet endroit, c'est-à-dire un potentiel redox qui va être encore plus élevé que dans les couches inférieures, et qui est lié au mouvement de l'eau et à la présence de l'air. Donc c'est un petit peu la difficulté qu'on rencontre parfois à reproduire dans l'aquarium, c'est la possibilité de déclencher des mouvements d'eau assez violents pour rider la surface vraiment de façon significative, multiplier les échanges gazeux et faire monter le potentiel redox. À partir du moment où le potentiel redox augmente, les interactions physico-chimiques changent. Quelque chose de vraiment essentiel dans un aquarium, et particulièrement dans un aquarium où on va mettre des SPS. Voilà, alors Jonathan est arrivé. Il ne devrait pas tarder à apparaître. Je vois connexion. Voilà, bonsoir Jonathan. Donc j'avais un petit peu commencé à rentrer dans le sujet sur la partie haute du récif, donc Salut. le tombant, et puis la carène, et l'aspect très particulier de cet endroit qu'on va reproduire dans les aquariums, un petit peu comme celui de Cyril Bertin, qu'on accueillera dans une dizaine de jours. Voilà, alors toi qui es un petit peu spécialisé dans l'alimentation des coraux,
Bah, ça va être intéressant d'écouter ce que vous racontez. Oui, Ça va être compliqué parce que j'entends absolument rien de ce que tu me dis. il y a de grosses interférences. Moi, j'entends un brouhaha. Je repasse au. Bon, bah, c'est carrément. Tu m'entends là maintenant? La vidéo est carrément plantée, Ah bon? Fred. Ah, je t'entends bien, ouais, mais la vidéo a été bloquée complètement, j'entendais absolument rien. Oui, Là, c'est mieux, ouais. on a eu de grosses interférences dans le son. Je ne sais pas vous, les gars, ce que vous avez entendu. Son pour Ave. C'est mieux maintenant? Tout est Ça figé, fonctionne? en fait. Bon, ça y est, ça fonctionne. Voilà, donc j'expliquais, on va s'attaquer un petit peu au milieu Il se passe de. rien, en fait. C'est figé. Ah bon? Tu as un problème de connexion? Si tu veux, tu sors, parce que je sais pas, je peux pas t'éjecter, je pense pas. Tu sors et puis je te réinvite. On va essayer ça. Tu m'entends ou. Bon, ça, ce sont les aléas. Alors, monsieur Jonathan, où est-il? Il est là. Allez, on y va. Vous nous excusez, hein, c'est quelquefois, malheureusement, c'est pas simple. Voilà. C'est mieux? Là, oui, pour l'instant, hein. Ben. Donc, je reprends. On va aborder donc le, le- cet endroit particulier du récif qui est le récif haut, la partie haute du tombant et la carène, qui sont un petit peu le modèle d'aquarium full SPS qu'on voit actuellement, où on a un plateau avec beaucoup de coraux, et essayer de faire un parallèle entre la nature et l'alimentation de ces coraux, qui est un petit peu particulière, le milieu de ces coraux est un petit peu particulier. Donc, pardon. Donc, je te laisse si tu veux donner quelques explications. Euh, Bah, en fait, pour ce qui est des platiers, on va retrouver essentiellement au niveau du nourrissage, on va retrouver essentiellement du photosynthétique. Puis, à mesure où on va descendre, on va trouver des animaux qui vont chercher comment dire, des manières de se nourrir autres que la lumière, justement. Donc, les aphotosynthétiques. Mais bon, ça, c'est vraiment en bas du tombant. Et donc, c'est comme ça qu'on peut définir d'ailleurs à peu près la hauteur à laquelle pousse un corail. C'est en le regardant. Alors, pourquoi en le regardant? Simplement parce qu'on va trouver les mésotentacules sur les polypes, de tout ce qui va être de profondeur, je dirais, supérieure à 10 mètres, parce qu'au-delà de 10 mètres, la lumière n'arrive plus de la même manière. Et donc, le corail doit chercher des solutions pour se nourrir, autre que la photosynthèse. Voilà. Donc, si vous regardez un corail en général, et c'est pour ça que certains euh, ont du mal avec certains SPS, parce qu'ils prennent le titre de SPS comme le titre de. Ben, c'est un SPS, on l'éclaire fort, on le brasse fort. Voilà. Alors que énormément de SPS sont, je dirais, classés deep. Simplement, il suffit de les regarder. Par exemple, le Millepora, l'Acropora millepora, il a des très très longs polypes. C'est pas pour rien, hein. C'est pas juste parce qu'il a envie d'avoir des longs polypes. Simplement parce que dans la nature, ça lui sert à manger. Exactement, effectivement. Et Donc ça, c'est une compensation et on va le retrouver aussi d'ailleurs chez les LPS qui vont pousser à la même hauteur que ces acropora qu'on appellera acropora deep puisqu'ils poussent au-delà de 10 mètres. mais pour s'intéresser Voilà. donc ce soir Pour la particulièrement à ces partie vidéos, accro.
Quid des accros deep? Bah, le deep, pour moi, deep, c'est au moins à 15-20 mètres, quoi. C'est-à-dire que déjà, la lumière a considérablement changé. La stabilité du milieu a considérablement changé. Et ça joue, on sent sur les coraux australiens. Moi, mon aquarium, c'était, par exemple, dans mon ancien aquarium, avant que je déménage, je n'avais que des coraux australiens et Fidji. Et en fait, certains s'adaptaient très bien et d'autres, comme les Kinata, comme j'avais un éclairage, j'étais sous une véranda, la présence de l'éclairage blanc, euh, une, une concentration certainement différente et un courant différent, les Echinata, j'ai jamais réussi à les tenir, ils dégageaient en 3 jours, quoi. Alors que d'autres coraux s'adaptaient vraiment bien. Voilà. Et j'ai eu le même cas sur des LPS, c'est-à-dire qu'il y avait même des LPS qui ne s'adaptaient pas aux conditions de l'aquarium. Voilà. Par contre, après, dans mon 1000 litres, j'avais adapté, grâce à la rampe que j'avais vraiment adapté l'éclairage pour reproduire à peu près 15 mètres de fond. Et là, il y avait une nette différence et les coraux ont pris des couleurs spécifiques. Alors peut-être tu peux nous expliquer pourquoi un corail va prendre des couleurs spécifiques entre le haut et le bas. Et est-ce que ça a un lien avec la nutrition, avec l'alimentation du corail? J'entends rien. Ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Ah bon? Je disais, est-ce que Tu veux que je t'explique quoi? j'expliquais qu'il y avait une différence assez forte de coloration entre les coraux de profondeur et élevés sous un éclairage très bleu de profondeur et les coraux élevés sous un éclairage beaucoup plus jaune, et est-ce que pour toi, il y a une différence d'alimentation liée à cette différence de profondeur et de pigments? Oui, mais les pigments, ça va jouer surtout sur le fait que les zooxanthelles vont réagir énormément à la lumière et toute agression, je dirais, externe, même si c'est lié à autre chose que la lumière, les zooxanthelles vont réagir en fait. Parce que les zooxanthelles, il faut savoir que c'est vraiment la couverture, je dirais, des coraux, c'est ce qui le protège, c'est ce qui le nourrit, certes, mais c'est aussi ce qui le protège. Si on suréclaire un corail, sa première réaction, ça va être de s'éclaircir pour justement limiter le taux de pigmentation et avoir moins d'absorption lumineuse. Par contre, à l'inverse, au bout d'un certain temps, à force, il va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il va chercher à se protéger parce qu'il est encore brûlé. Et comme il est encore brûlé, il va augmenter son taux de zooxanthelle et alors là, il devient brunâtre. Et ce qu'on rencontre régulièrement d'ailleurs, hein, les gens qui ont du LED et qui est mal réglé, et ben, au début, ça va, le corail s'éclaircit, il continue à pousser, mais le seuil de tolérance étant atteint, il redevient brun, comme ça, du jour au lendemain, il redevient brun et boum, on se retrouve direct avec un corail qui est tout marron et qui, d'ailleurs, au bout de quelques semaines, il rend les armes parce qu'il est brûlé, quoi. Oui, on a vu ça beaucoup à une période où, quand les LED sont arrivés, on avait des parts qui étaient vraiment trop élevées. On le voit encore énormément. Hein. Les gens confondent spectre et puissance, en fait. Non, avec ma tête. Avec ma tête. Mais oui, les gens confondent spectre et lumière, donc forcément, il y a un moment donné, il fait un spectre et puissance. Donc le gros souci, c'est que ils envoient la patate, mais envoyer la patate, c'est pas toujours très bon parce qu'il y a des coraux qui sont pas faits pour. Il suffit de prendre certains LPS qui vont être très tolérants, d'autres qui le sont nettement moins. Par exemple, on va prendre un Euphilia et un Catalaphilia. Suréclairer un Catalaphilia, il meurt. Suréclairer un Euphilia, ça passe. Ça passe. Il tolère relativement bien. En règle générale, ça passe. C'est celui qui sera le plus tolérant d'ailleurs dans les LPS. Mais un Catalaphilia,
Une semaine trop éclairée, il est cuit. Hein. Oui. Les tissus se décrochent au même titre qu'un problème de pH. On va voir les tissus qui vont se décrocher du squelette. Et puis... On voit que dans de nombreux aquariums, il y a des euphilia et il n'y a pas de catalaphilia. Alors que c'est un corail qui était très commun oui. il y a plus de 30 ans. Quoi. Bientôt 30 ans. Bah, mais les gens l'éclairent beaucoup trop. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, si on prend un prorata, une ampoule de maison de 100 watts, son équivalent en MH, donc en HQI, ça va être 50 watts. Donc pour une ampoule de 100 watts de maison, on va avoir 50 watts MH en équivalence. En T5, déjà, on était passé à quelque chose de supérieur parce que, en fait, avec 20 watts de T5, on va avoir l'équivalent de 100 watts de lumière de maison, donc 50 watts aussi de HQI. Et pour avoir cet équivalent lumineux, il suffit de 10 watts de LED. Et donc 10 watts de LED rend 100 watts d'éclairage d'une ampoule de maison. Et si, au titre de prorata, on donnait 1 watt par litre sous MH, on est bien d'accord que si il faut 1 watt par litre sous MH, si on fait une équivalence avec le LED, étant donné qu'il faut 10 watts pour 50 watts, donc on est 5 fois plus puissant sous LED. Donc il faut diviser au moins par 5, ce qui rend à dire que normalement tu devrais avoir 0,2 watts par litre. Mais à ça, il faudra ajouter les spectres, parce que si tu regardes sur les éclairages du marché, eh ben, tu vas vite t'apercevoir qu'ils appellent beaucoup de rampes full spectre. Simplement pourquoi? Parce qu'ils ont mis énormément de spectres différents dessus, et différentes couleurs, et les différentes couleurs utilisées ne sont pas forcément utilisables. C'est-à-dire que si on voulait utiliser les full spectres telles qu'elles sont vendues, avec tous les canaux à fond, ça servirait juste à faire pousser de la weed, mais pas des coraux. Parce qu'en fait, finalement, on est plus basé sur un processus d'un éclairage horticole, puisque c'est ce qui va produire le soleil. Mais on ne prend pas compte de l'épaisseur d'eau qu'il y a au-dessus, en fait. Oui, mais la particularité des LED, c'est le pic. C'est le pic. C'est-à-dire que par rapport à la puissance donnée plus tu vas rentrer en profondeur dans l'eau, au moins l'éclairage va changer. Hein. Sauf que sur les LED, on a une longueur d'onde. Alors que sur une ampoule ou un T5, on a l'ensemble des lumières. Et que ça, évidemment, ça donne une finesse d'éclairage qui ne marche absolument pas avec les LED, même avec les LED RGB. Mais bon, c'est un aparté très intéressant sur le type d'éclairage qu'on choisit. Les problèmes, là, effectivement, qu'on a vu, hein, le nombre de bacs qu'on cramé, c'est quand même incroyable. Mais, et c'est un élément de la nutrition, ça fait partie de la nutrition des coraux. Et justement, alors entrons dans le sujet, c'est-à-dire que on éclaire le corail reçoit la lumière, les zooxanthelles font leur synthèse chlorophyllienne et le corail mange. C'est la relation symbiotique. Et quel est l'autre rapport du corail à son milieu par rapport au tissu, par rapport au mucus notamment? Est-ce que des coraux mangent le mucus? Est-ce que, etc. Enfin, que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe dans ces endroits assez battus par la houle, et qu'on essaye de reproduire. Absolument rien. Tu n'entends pas? On n'a pas de chance, hein. Avec Jonathan, on n'a pas de chance. Voilà ce que ça fait quand tu me parles en réalité. Donc du coup, c'est très compliqué pour comprendre. Est-ce que vous, les amis, vous entendez bien? A priori, ils s'en plaignent pas non plus, je pense. Mais là, ça y est, c'est revenu. Très bien. Nous, on entend. Bon, d'accord. Alors, c'est un petit peu n'importe quoi, apparemment. Non, ça y est, c'est bon. Ça y est? C'est revenu, mais il y a eu un passage où je t'entendais absolument plus, en fait. Bon, on a un sale temps, alors quelquefois, ça explique. Hein. Peut-être aussi. Hein. Oui, donc on a les zooxanthelles, on a tout le processus chlorophylien au sein des tissus, donc qui est vraiment lié à la lumière. Mais après, quels sont les autres
les autres points importants dans la nutrition de cet endroit très particulier qui est la hauteur, la zone un petit peu de contact avec la surface de la mer. Tu vas aussi retrouver forcément tout ce qui est phytoplancton, quoi qu'il arrive. Donc le phytoplancton, il va être utile hein, dans le nourrissage du corail. Et idem pour pour le zooplancton qu'on retrouve de toute façon en permanence dans l'eau. Mais les attraits, je dirais, resteront différents malgré tout parce que suivant les profondeurs auxquelles les coraux sont, ils auront plus ou moins besoin de se nourrir en alternative. Donc à la lumière. Si l'alternative à la lumière veut que bon, il y ait besoin d'une nourriture annexe, eh ben on trouvera des mésotentacules sur les polypes. Donc des polypes faits pour chasser. Là, tu touches vraiment à quelque chose de très intéressant parce que de nombreuses études qui avaient été publiées en aquariophilie, pour l'aquariophilie ou pour l'aquaculture il y a quelques années, étaient vraiment très catégoriques sur un type de milieu. Et moi, j'ai été très surpris des études qui fournissaient un ratio d'alimentation, si tu veux, qui était vraiment lié à la lumière. Donc, presque on aurait pu se passer de nourrir les coraux, absolument, et leur donner que de la lumière. Et donc, à condition d'avoir exclusivement des coraux de platier. Oui, mais on retrouve en même temps... Si tu n'as que des coraux de platier, tu peux effectivement ne te servir d'autre chose que de la lumière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a une diversité, même au sein d'une même espèce. On va avoir des réactions, une adaptation du corail en fonction de la profondeur où il s'installe. C'est ça. Il y a un ratio dans son alimentation qui va être différent, avec une partie animale plus importante pour les coraux qui vont être bercés par la marée avec la remontée du plancton à chaque marée et à la nuit. Et, les upwelling, oui. Et alors que ceux qui vont être vraiment naturels, à chaque fois, ils ont quand même une eau qui est très peu chargée en nutriments. C'est un petit peu ce qu'on recherche dans le développement des couleurs à l'heure actuelle, c'est de l'oligotrophie, ce qu'on appelle, pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est, l'oligotrophie, qui est le fait de faire chuter le taux d'oligo-éléments et de nutriments dans l'eau. Et l'oligotrophie, le problème de l'oligotrophie, ce que j'aime vraiment peu, c'est que de pousser à l'oligotrophie un aquarium de trop engendre un problème simple, c'est le fait de ne plus pouvoir produire des zooxanthelles à la mesure de la demande du corail. C'est-à-dire que si tu n'as plus de nutriments suffisamment dans l'eau, ton corail ne peut plus faire des cumuls de zooxanthelles. Et si ton cumul de zooxanthelles ne peut plus être fait, ton corail ne peut plus se défendre. Et c'est aussi de là qu'est venu les problèmes de RTN. Parce que les RTN, avant cela, ils n'existaient pas. On n'en entendait jamais parler. Il y avait des nécroses et des pertes de coraux qui se faisaient, mais de manière très, très lente. Tu vas le voir sur une semaine, sur 2-3 semaines, tu voyais le corail dépérir. Et ça, c'était lié à des problèmes d'éclairage ou lié à des problèmes de qualité d'eau. Mais là, dès qu'on... Bug. Alors, la RTN... c'est revenu. Oui, c'est revenu. Ouais, j'ai eu une perte de connexion. La RTN, en fait, c'est une hausse très rapide des tissus. Donc, le problème d'être trop oligotrophe, ce qu'il ne faut pas perdre de vue sur cette oligotrophie et ce rapport au corail, c'est que le lien qui se fait entre ton eau, ton corail et le fait que tout cela fonctionne, ça reste les zooxanthelles. Et les zooxanthelles, ça reste des algues. Faut bien l'imprimer, ça. Hein. Donc, si on veut produire à volonté des algues, il faut de la nourriture pour les algues. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas que la lumière qui rentre en ligne de compte. Si tu éclaires quelque chose, une plante, un arbre, n'importe quoi, et que tu ne lui mets pas un humus ou un substrat qui, je dirais, en conséquence, va le nourrir, il ne se passera rien. Il n'y aura pas, même si tu as de l'eau, tu prends de l'eau déminéralisée, puis tu essayes de faire pousser quelque chose là-dedans,
il n'y aura rien, il ne se passera rien. Et bien là, c'est pareil. Tu veux avoir un corail en bonne santé, laisse-lui ses zooxanthelles, laisse-lui sa couleur. Si tu cherches à trop lui tirer sur la couleur pour l'avoir pastel, il tiendra le temps qu'il tiendra. Certes, il poussera, parce que le taux de zooxanthelles qu'il aura accumulé lui suffiront, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si demain, tu as quoi que ce soit dans ton aquarium qui contrarie le corail, soit un taux d'UV un peu trop important sur ta rampe, soit tu as fait tomber le pot de bouffe la veille, et comme tu as le bac qui n'est pas fait pour éponger le pot de bouffe là, qui est tombé, eh ben, tu vas le ressentir rapidement. Hein. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que tu dois relativiser le taux de cache, ton cache, tu dois l'avoir relativement bas quand tu as une oligotrophie dans le bac, parce que tu n'as que le calcium et le magnésium allogés dans le cache. Et donc, pas de nutriments. Et donc, si tu laisses un trou, la nature n'aimant pas les trous, ça va finir par faire des trous dans le corail, par contre. Oui, c'est quelque chose et c'est cet équilibre-là qui est compliqué d'avoir, en fait. Oui. Et on voit certaines techniques. Et c'est pour ça que, après, donc, pour en revenir à ce que tu disais au niveau du nourrissage des coraux, tu vas trouver au plus profondément. Oui, vas-y. T'es encore figé. Bon, alors c'est pas moi, parce que moi, là, je bouge. Hein. Tu m'entends? Vous me voyez bouger, les gars? Compliqué ce soir. R2D2, je ne t'entends plus. J'ai l'impression de taper la causette avec R2D2. Nous, on t'entend. Hein. Oui, tout le monde entend là. Hein. Ouais, bah, moi je vous entends, mais un coup sur deux. Là, je t'entends. D'accord. Moi, je t'entends, mais je t'entendais pas si bien. Bon. Vous nous excusez. Hein. C'est un petit peu l'avantage du live parce que on peut discuter avec quelqu'un qui est loin. C'est pas comme un studio, mais bon, si on produisait ça en studio, ce serait, vous auriez tout d'un coup, et là, bon, ce sont les aléas. Malgré tout, là, comme je vous le disais, je fais une petite parenthèse comme ça, vite fait, je profite du trou pour vous dire, donc, on a décidé un peu de faire un format moins, pas trop participatif dans la première partie où on a un échange, hein, le mode de l'interview, machin, selon la personne. Et puis ensuite, une deuxième partie, on fait un petit entracte où on coupe. On va garder la première partie pour l'archiver afin que ça puisse servir aux gens ensuite pour recueillir des données. Et puis la deuxième partie, qui elle, va rester réservée aux membres, où vous pourrez poser des questions aux intervenants, quoi. Bon, bien sûr, si je peux y répondre, mais on va aussi développer dans les deuxièmes parties la présence d'autres administrateurs du groupe qui vont pouvoir, même après, mener des interviews, machin. Ce qui fait qu'on aura, on va proposer quelque chose qui ne va pas être trop lassant, quoi. Vous n'allez pas voir ma gueule toutes les semaines. Voilà. Donc, Jo, très. Voilà. Donc, on parlait donc là des zooxanthelles, l'alimentation des zooxanthelles. Donc, pour toi, oligotrophie et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a en face? On entend le vent dans son téléphone. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, j'entends. Ouais, bah, tu veux l'entendre mieux? Hop là. C'est dans le meuble, ça. Et donc, pour ce qui est, après, effectivement, l'oligotrophie, alors, quand tu maintiens un bac en oligotrophie constante, il faut compenser. Quoi qu'il arrive, tu es obligé de compenser. Et pour compenser, effectivement, j'ai pu lire la remarque de Julien.
L'oligotrophie, c'est pas que les PO4 et NO3. Hein. L'oligotrophie, ça touche tout. Ça touche les éléments, les macro-éléments, les oligo-éléments, ça touche les métaux lourds, ça touche toutes ces petites choses en fait qu'on ne peut pas maîtriser par le biais des tests qu'on fait nous. Et c'est pour ça qu'il y a les tests labo qui sont super intéressants. Et c'est aussi pour cela qu'il faut faire très attention. Parce que ajouter sans mesurer peut amener une dérive. Et c'est là que ça devient compliqué parce qu'on travaille sur des aquariums, donc on travaille sur des milieux clos. Ces milieux clos, on va les travailler de manière fermée par des apports. Mais les apports que l'on fait, s'ils ne sont pas mesurés, tu vas très vite avoir un cumul et une dérive. Et alors le problème, c'est que comment tu peux faire? Tu ne peux pas calculer, à aucun moment tu peux trouver une notice sur laquelle est écrit. Non, je voulais faire une petite parenthèse sur. Je m'entends plus. Tu m'entends pas? Alors, je parle tout doucement et il m'entend, et je parle fort. Ça. Dans la méthode, par exemple, d'Aquaforest, on va ajouter des oligo-éléments et dans ces oligo-éléments, des métaux, par exemple. Le problème reste de mesurer. Le problème reste de mesurer parce que quand tu vois sur des bouteilles, il est écrit tant d'oligo-éléments, tant de métaux lourds, tant de machin, tant de machin. Tout ça, c'est obligatoirement en fonction d'un protocole. Parce que tu ne peux pas dire, voilà, parce que tu as tant de litres, tu peux mettre tant par jour. C'est quoi qui va consommer ces temps par jour que tu vas amener? Ce sont tes coraux. Si tu prends un bac qui est full SPS, sur lequel il va y avoir, je sais pas, on va dire une bêtise, mais 80 kg de coraux, tout compris, tu vas te retrouver avec 80 kg de SPS sur lesquels il y aura au total 500 grammes de tissu. Mais 500 grammes de tissu, 500 grammes de tissu, ça ne va pas consommer des tonnes et des tonnes et des tonnes d'oligo-éléments, en sachant que les oligo-éléments, tels qu'ils sont, ils seront consommés que par les tissus des coraux. Alors, si tu es en full SPS et que tu as 80 kg de coraux, il y aura 500 grammes de tissu au total. Donc, l'intérêt, il n'est pas d'aller coller des oligo-éléments à foison dans le bac. Pour la simple et bonne raison qu'en plus, déjà, dans votre sel, pour la plupart, vous avez des sels qui sont enrichis. Et dedans, ils sont vos oligo-éléments. Donc, à chaque fois que vous faites un changement d'eau, vous compensez ce qui a été potentiellement consommé par vos coraux. Donc, quand vous faites ça, puis que vous ajoutez un certain taux d'oligo-éléments en plus de votre belly, vous allez dans le mur et vous vous demandez pourquoi. C'est comme la dernière fois, j'en voyais un qui me disait les tests labo, ils veulent vendre leurs produits, à chaque fois, ils nous trouvent des métaux lourds dedans. Non! Le mec est en train de me dire ça pendant qu'il est en train de verser ses métaux lourds dans son bac. Il était avec sa bouteille d'oligo-éléments et puis vas-y. Mais, c'est bon, j'ai mis la quantité qu'elle écrit sur la bouteille. Sauf que après, quand je lui ai dit, il lit la notice de ce que tu viens de mettre dans ton bac. Et quand il a regardé, du cuivre, du barium, du métaux lourds. Oh, ouais. Tiens, tu sais d'où ils viennent maintenant. Et le problème, c'est que, mais je respecte les doses. Et ouais, mais les doses, c'est bien que tu les respectes. Mais tu ne respectes pas le protocole. Tous ces produits que vous ajoutez comme ça par le biais de n'importe quelle marque, c'est des oligo-éléments qui sont ajoutés à un belling. Mais tu ne peux pas les mettre si tu ne fais pas un protocole ULNS. Protocole ULNS qui va justement viser à ce que tu aies zéro tous les 12 heures. Toutes les 12 heures ayant zéro tout, zéro oligo, zéro nutriments. D'ailleurs, quand on parle d'oligotrophie, on ne parle pas de nutriments finalement. On pourrait faire l'impasse sur les nutriments en parlant d'oligotrophie, puisque on parle d'oligotrophie, donc oligo-éléments. Et donc vraiment, l'oligotrophie recherchée par le biais de RAB à zéolite, par le biais de RAB à biopelé, avec du charbon, avec de la VSV, avec tous ces trucs-là, si ce sont des protocoles établis par une marque, ce sont des protocoles qui ont été calculés. Donc ils savent qu'avec un certain taux de zéolite, un certain apport de carbone, tu vas avoir, par rapport à un volume d'eau, tu vas pouvoir savoir que toutes les 12 heures, tu tombes à zéro. Donc il faut rajouter. Et donc, tu as les quantités sur les bouteilles pour rajouter en fonction de cela. Et pas en fonction de rien. Parce qu'au final, tu peux avoir X bacs,
si par exemple tu prends mon bac, il va consommer plus d'oligo-éléments qu'un bac en full SPS. Pourquoi? Parce que c'est que des mous, des gorgognes, et donc c'est que du tissu. Et si c'est que du tissu, il y a forcément une plus grosse consommation. Oui, par contre, tu auras une consommation sur ton KH. Si on prend le parti de dire que une consommation en KH ne relate pas d'une consommation en oligo-éléments. La preuve, hein, si je prends un bac full mou, il va avoir une consommation ridicule en KH. Oui, mais en oligo-éléments, ça sera deux fois plus important qu'un bac de full SPS qui, lui, va consommer des tonnes de KH. Et donc, c'est ce qui est intéressant parce que dans ce sujet-là très particulier, c'est que on voit que la nutrition comprend à la fois la lumière, à la fois les éléments chimiques de l'eau, à la fois des éléments métabolisés dans l'eau et à la fois la chasse. On est vraiment dans quelque chose qui est très très complexe. Et que dans la reproduction que l'on peut faire en aquarium, on n'est pas dans ces critères-là, à moins de faire des ajouts. Et vous regardez les gens qui font des ajouts, quelquefois, je me rappelle, donc, je ne sais pas, ça doit être en peut-être 2014, 2013, 2014, j'ai fait rentrer une Portugaise dans le groupe qui a une usine au Portugal, enfin, qui faisait du commercial pour une usine de phyto. Et donc, elle était très contente de présenter ses produits aux membres. Et en fait, qu'est-ce que les gens ont fait, quoi? Alors, on leur a donné quelques consignes, mais ils sont allés voir la femme, ils ont commandé directement là-bas, et ils ont été, je sais pas, au moins dans le groupe, hein, au moins 4-5 à plier leur bac avec un ajout de phyto gigantesque, parce que c'était du concentré. Hein. Le truc, il faut mettre une pointe de couteau pour 1000 litres, et puis les gens y allaient à la cuillère à café. Alors évidemment, le bac, il était drogué, quoi. C'est comme s'ils avaient pondu leur pêche dedans. Donc, ce sont des choses comme ça qui sont fines. Et c'est fin à la fois dans si on prend que ça soit la nourriture avec un zooplancton ou avec un phytoplancton, et puis c'est fin dans les éléments. Donc en fait, quand vous avez un sel enrichi 4 corps dans votre bac et que vous achetez, on vous conseille les oligo-éléments, waouh, hein, là c'est évident. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la cyano, oui, évidemment, des diatomées, tout, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vachement intéressant, si on y arrive à peu près, à expliquer ce qui se passe sur le récif et ce qui se passe dans l'aquarium. Évidemment que dans l'aquarium, on arrive à produire des couleurs qui n'existent pas vraiment dans la nature. Mais cette production-là, elle est vraiment sur un fil. Et donc, est-ce que l'aquariophile lambda qui débute son aquarium, qui débute en aquariophilie, est capable de faire un bac full SPS d'entrée de jeu et comprendre ce qui s'y passe? Non. Hein, clairement, non. C'est pour ça que, bon, moi, voilà. De toute façon, pour moi, il y a deux écoles. Soit tu te dis que j'ai plein de fric, je ne sais pas quoi en foot et je me lance sur un protocole ULNS. Il y a deux écoles. Soit tu as trop de sous, tu te dis je vais faire un protocole ULNS. Le protocole ULNS est basé sur le gaspille. Tu gaspilles puisque tous les jours tu ajoutes et tous les jours tu forces à être à zéro. Donc tous les jours tu forces à être à zéro, tous les jours comme ça tu sais combien tu dois ajouter. Mais en réalité, si tu calculais ce qui était consommé réellement par le bac en rapport à ce que toi tu ajoutais, tu t'apercevrais que quasiment tu diviserais par 4 tes doses. Mais ça, tu ne peux pas le deviner. Tu ne peux pas le calculer non plus, si ce n'est que par le biais de test. Il faudrait que tu fasses tous les semaines un test Triton, que tu renotes tout, et qu'après tu fasses, voilà. Et alors, sur un mois, tu vas trouver à peu près la consommation. Mais tu vas avoir une consommation qui va être conséquente à
à ce que tu as comme pied dans ton bac, comme pied de coraux. Mais le problème, c'est que tes coraux vont grandir. Donc, encore une fois, il faudra que tu fasses un tir correcteur. Et donc, 1 mois sur 2, il faudra que tu fasses des tests sur 1 mois. Bon, après, ça, c'est à toi de voir, hein, mais ça coûterait très vite cher. Oui. Et c'est bien pour ça qu'on voit que. Après, je vois ce que tu as entamé à faire pour le découpage des milieux. Pour le découpage des milieux, effectivement, un milieu différent, nourriture différente, éclairage différent, milieu différent, ça, c'est important de le savoir. Parce que si tu prends par exemple des coraux qui vont demander énormément d'oligo-éléments, un qui est typique d'ailleurs de ça, c'est le goniopora. Le goniopora, voilà, énormément de monde n'arrive pas à le tenir parce que voilà, le goniopora, il demande énormément de métaux lourds. Ça peut paraître bizarre, mais il en demande. Il demande beaucoup d'oligo-éléments, beaucoup de métaux lourds. Mais encore une fois, il faut être raisonnable sur les taux. Il y a des taux où au-dessus c'est trop. De toute façon, c'est l'excès qui va tuer. Hein. C'est pas le produit par lui-même. Et le problème, c'est que l'excès peut être très vite atteint à compter du fait que si toi tu ajoutes, donc sans avoir une épuration annexe qui va surépurer et qui va enlever et retirer tous les éléments qui vont être ajoutés, tu vas ajouter, je vais te dire, mettons, on va parler en gouttes pour faire simple, tu vas ajouter 2 gouttes d'un produit X dans ton bac, dans lequel est regroupé X oligo-éléments, et sur les 2 gouttes, finalement, ton bac n'en consomme qu'une goutte. Donc, pendant un moment, ton bac va être magnifique, tout va être joli, tout va prendre des couleurs, tout va aller dans le bon sens. Mais le problème, c'est que jour X, jour 1, tu ajoutes 2 gouttes. On a une de consommée. Jour 2, tu as toujours une goutte dans le bac et tu rajoutes encore 2 gouttes. Ça fait qu'au final, tu te retrouves avec 3 gouttes. Donc, tu te retrouves avec 2 gouttes en trop. Le jour 3, tu rajoutes 2 gouttes. Tu en as une de consommée. Tu te retrouves avec 3 gouttes en trop. Jour 4, 4 gouttes. 4 gouttes en trop. Et ainsi de suite. Et en fait, ça, tu ne vas pas l'augmenter. Ce n'est pas exponentiel. Donc, au final, ce qui va se passer, c'est que tu vas très vite aller dans le mur. Parce que ta dérive, on parle de micro-éléments, de macro-éléments. Les éléments traces, c'est tout petit. On n'appelle pas ça des traces pour le plaisir. Hein. Les quantités sont infimes dans l'eau, en fait. Hein. Mais présentes et utiles. C'est comme si tu te disais, je vais faire pousser une fleur et je ne mets pas de fer dans la terre. Ça ne marchera pas. Bien sûr. Mais tu vois, ça, c'est une partie de ce que je peux lire dans les réactions des gens. Parce qu'en fait, ce n'est pas tant la question qui est posée par les aquariophiles qu'on peut lire dans les groupes, quand ils commencent à avoir des problèmes, parce qu'au début, ils ne comprennent pas les interactions qu'il peut y avoir. Donc, ils posent des questions. En fait, c'est assez intelligent de poser une question. Il vaut mieux avoir l'air con une fois que de cracher son bac. Mais dans les conseils qu'on leur donne, des gens qui pratiquent une routine s'en sortent avec la routine qu'ils pratiquent, mais avec un bac blindé, sans avoir conscience que le mec qui commence, en ayant oublié que le mec qui commence, lui, il a 2 grammes de corail vivant dans son aquarium. En plus, il commence son bac, alors il craque, toutes les semaines il en rachète un. Et donc, ou 3, ou 5, si ça dépend de ses moyens. Donc il va complètement foirer ses courbes de paramètres, ne serait-ce même que par la manipulation, le fait d'ajouter des animaux. Et l'autre va lui donner des conseils comme s'il était dans une routine et comme si il avait 25 kilos de coraux dans son bac. Ce qui est... moi, ça, je le dis franchement, ça m'agace, quand je lis les conseils des gens qui tout de suite proposent aux gens de passer à la Formule 1. Ça m'énerve. Parce qu'en réalité, on peut aller... et pour apprendre, il est bien mieux que d'avoir 3 coraux dans son bac qu'on va laisser grimper à 25-30 cm de diamètre. On va les garder comme ça pendant 1 an. On apprend tout. On apprend la sensibilité, on apprend à reconnaître comment sont les pointes, comment sont les polypes, quelle est la couleur, quelle est l'évolution de la couleur. On peut se rendre compte de la santé du corail, de ce dont il a besoin, etc. Et puis après, quand on a aiguisé cette finesse,
de perception, et ben, alors déjà, en fait, hein, on prend la Dremel, bam, 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 hein, on refile ça aux copains, par exemple, et puis on attaque autre chose. Et là c'est tout à fait différent que de remplir un aquarium de 50 boutures de coraux, et puis ben, en réalité d'aller au casse-pipe parce qu'on n'est pas capable de gérer ce que l'aquarium consomme. Donc moi, tu vois, le, le, le principe de faire des tests, effectivement, ça peut servir de temps en temps de bien vérifier, en fait, même déjà le travail qu'a fait l'osmoseur, euh, et qu'est-ce que ça donne, en fait, l'eau dans le bac. Quelles sont les interactions qui se passent dans le bac. Donc, faire deux tests Triton, ça peut être intéressant avec une évolution, mais à part ça, normalement, quand on a une routine qui fonctionne comptablement, on ne pollue pas son bac avec de métaux lourds, il n'y a pas de raison, quoi. Si vous avez un accès de fer, eh ben, vous allez développer du verre. Si vous faites une carence en fer, vous allez développer, le verre va devenir jaune, par exemple, hein, donc ça c'est super connu. Euh, mais avant de savoir jouer avec ça, ça va vous demander un petit moment. Donc après, on nous critique, moi j'ai un peu des retours quoi, des fois, que ce qu'on dit, c'est vraiment pour les débutants, on nous prend pour des étanches. Bon, on n'est pas non plus d'étanches. Euh, on essaye de faire comprendre des choses à des gens justement avec la vraie base. Et la vraie base, euh, c'est euh, c'est qu'on ne peut pas du jour au lendemain être un ingénieur chimiste. Et parmi les aquariophiles, il y a des ingénieurs, il y a des docteurs, il y a voilà, des gens qui ont une maîtrise de la chimie, et donc qui vont faire attention à certaines choses que le Kidam va laisser passer. Et puis lui, il va aller au pas. Hein. Bon, après, on va vous dire, bah oui, c'est normal, telle espèce n'arrive pas à la tenir, ça fait 3 années en bac, c'est bon, ça super. Bon, voilà, ça c'était la partie. Et excusez, hein, euh, et toi, donc, qu'est-ce que tu penses justement par rapport à cette méthode de l'oligotrophie, qu'est-ce que tu mets en place comme alternative? Ah, oui, alors là, on l'a perdu. Hein. On l'a perdu et alors attendez, parce que maintenant pour le retrouver, il faut que d'ailleurs, là, je vois même pas comment faire pour le rattraper. Je ne le vois même plus. Oui, il est là. Pas simple hein, ce soir. Hein. À côté de ça, bon, vous avez entendu la météo, hein, il y a des endroits où ça pète, alors. Oui, c'est ça, ouais. Oui, voilà, j'aurais bien aimé avant de conclure qu'on parle un petit peu des alternatives sur des bacs un peu plus. Sur les bacs qui sont pas en oligotrophie. Alors, j'ai toujours connexion. Voilà. Ah, c'est Paf le chien. C'est mon répondeur. Ah non, j'ai pas de jaune aujourd'hui. Je me suis servi une petite bière après le repas, comme ça, pour trinquer avec vous, au cas où je manque de salive, mais à la vôtre. Bon,
Oui, je te disais donc. Alors, un grand malheur, c'est que depuis tout à l'heure que tu causes, j'entends absolument rien, en fait. Ça saccade, ça. Je te disais, quelles sont pour toi les alternatives à l'oligotrophie? Les alternatives à l'oligotrophie? Oui. Dans le choix de ta population ou dans le choix de l'alimentation ou de l'éclairage? Non, bah, simplement, de toute façon, tu peux contrôler ton taux de nutriments, tu peux le contrôler par le biais des tests à gouttes. Donc ça, enfin, quand je dis nutriments, on y met des guillemets, hein, parce que on va compter les nutriments. C'est vraiment light. Ce qu'on compte, c'est les phosphates et les nitrates. Alors, c'est pas tout ce qu'il y a comme nutriments dans l'eau, bien sûr, mais encore une fois, c'est ce qu'on va pouvoir contrôler. Il faut qu'il y en ait. Des nitrates dans un bac, pour moi, je suis convaincu qu'il en faut. Il en faut. Alors, pas des quantités de dingue, bien sûr, mais il en faut. Un taux constant. Dès lors où tu as un taux constant de nitrate dans ton bac, un tout petit peu de phosphate, mais vraiment le moins possible, tu auras toujours un petit surplus. Le fait d'avoir toujours un petit surplus, c'est que tu vas toujours être en production. Production de microfaunes, production de bactéries, production. Parce qu'il y a plus à manger qu'il en faut. Alors, pas énormément, mais il en a plus qu'il en faut. Et le fait d'être toujours comme ça, ben, ça permet en cas de pépin d'avoir un effet tampon plus important. Un bac qui n'est pas habitué, qui est toujours à zéro, lui, le jour où il y aura un pépin, un corail qui passe l'arme à gauche, un poisson qui meurt, on ne le voit pas derrière le décor, ben, ça va partir direct quand on arrive dans le bac. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas cette population de bactéries et de machins sur le qui-vive prête à démarrer, quoi. On voit encore des aquariums qui fonctionnent avec des taux de nitrate à 30, euh, des taux de phosphate à 0,2 et qui fonctionnent très bien. Avec des coraux des bacs bien blindés en SPS sans aucun problème. Par contre, c'est évident qu'on aura plus de réussite quand on passe par les coraux qui sont farmés à l'ancienne ou des coraux de particuliers que si on fait, par exemple, de l'import de Fidji ou d'Australie, même par rapport aux Philippines, où les eaux là-bas sont vachement moins chargées de nutriments et les coraux sont plus sensibles. Donc, ils arrivent, vous les claquez, ils arrivent de presque zéro, puis vous les claquez dans 30, ils vont mettre, soit ils meurent, soit ils vont mettre un moment à s'en remettre. Voilà, et donc qu'est-ce que tu peux développer toi là-dessus? Est-ce que justement, est-ce que ça c'est une méthode alternative et est-ce que on a une possibilité de faire un aquarium qui serait assez blindé de SPS tout en étant avec une maintenance un peu différente, basée sur une nutrition différente? Est-ce que tu peux pousser sur la distribution de zooplancton moins éclairée? Est-ce que tu peux, voilà, les variantes? Pour moi, je pense que même si tu as un bac chargé, tu n'as pas besoin d'ajouter rien. Si ce n'est que ce qui est consommé, grossièrement le calcium, magnésium et le KH. Dès lors où tu vas compenser ça, les changements d'eau feront le reste, quoi qu'il arrive. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller ajouter des oligo-éléments en permanence et tu peux ajouter des choses, mais les oligo-éléments, très honnêtement, si tu n'es pas sur un protocole ULNS, il n'y a aucun intérêt d'en ajouter, puisque dès que tu fais un changement d'eau, tu vas remettre tes oligo-éléments, je dirais, plus ou moins à l'heure, parce que les consommations sont tellement ridicules que le fait de faire un changement d'eau, vu les quantités qu'on retrouve dans le sel, on se retrouve avec des taux très rapidement qui sont complètement aberrants. Mais c'est ça de toute façon, c'est ce qui est relaté par les tests qu'on peut voir, hein, les tests ATI, machin, tout ça. Donc, tu veux te faire un bac simple, de l'eau, du sel, un bon éclairage, et tu te fais plaisir, il y en a assez. Bon, tu peux mettre un rack où tu fais un Belling Light, où tu mets que calcium, magnésium et le KH. Ça suffit, il n'y en a pas besoin de plus. Mais tu auras vraiment le summum, tu auras vraiment, voilà, ça suffit, tu auras de beaux résultats, tu auras des coraux en pleine forme, tu n'auras pas de soucis, il n'y aura pas de problème. Seulement, après, si tu veux, tu peux amener des choses en plus. Les nourritures, donc les phytos, les nourritures fines pour nourrir certains coraux que tu ne peux pas nourrir parce que tu es obligé de les isoler un peu de la lumière, parce qu'autrement, voilà, comme on met des panels et des variantes de coraux,
Tiens, je ne sais pas si tu connais par exemple le micro-scrubbing. Le micro-scrubbing, c'est faire balancer des microbules dans l'aquarium. Ben, tu verras que sur le micro-scrub, il va y avoir des coraux qui vont réagir énormément et d'autres qui ne vont pas réagir. Ceux qui vont être agressés par les bulles et qui vont produire énormément de mucus, ben, ceux-là sont des coraux de platier, pour la plupart. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont habitués à ça. Des coraux qui, des fois, se retrouvent à la surface, à l'air, pendant plusieurs heures au soleil. Et donc, pour se protéger, ils produisent du mucus comme ça, suite à l'agression qu'ils ont eue. Et donc, les microbules, en étant, c'est ce qui se produit. Ils produisent énormément de mucus, comme ça les protège. Et alors ça va être des coraux que tu vas mettre forcément très haut dans ton bac. À l'inverse, les coraux qui ont des polypes, des mésotentacules avec les polypes, tu vas avoir tendance à les placer plus vers le bas, ainsi que les LPS et les mous. Voilà. Donc ça, il va falloir jouer sur le fait que si tu n'apportes rien, en mettant le strict minimum, tu auras des très bons résultats. Mais si tu veux pousser un petit peu le vice, il faudra quand même que tu mettes, je dirais, à manger à l'animal en question. En apportant avec une seringue sous cloche ou pas dans tout le bac, parce que ça ne servira pas à tout le bac, mais vraiment aux endroits stratégiques du bac, sur les coraux qui le demandent réellement. Ensuite, tu as la deuxième solution. Tu te dis, bon, bah allez, j'ai des sous, j'ai pas envie de m'emmerder, ça marche très bien. Tu fais un paramétrage d'éclairage et tu tapes un protocole ULNS. Par contre, un protocole ULNS, j'insiste, c'est le démarrage ne se fera que par le biais de l'épuration. L'épuration, ça va te donner la marche à suivre derrière. Donc, si tu ne suis pas le protocole de base en faisant l'épuration correctement de départ, c'est-à-dire mettre la quantité de zéolite, mettre la quantité de carbone que tu dois ajouter dans les quantités qui te sont préconisées en rapport à ton volume, alors, si tu fais ça correctement, derrière, tu n'as qu'à suivre les posologies données sur les bouteilles des ajouts, puisque c'est ce qui va manquer systématiquement, c'est calculé. Franchement, tu trouves toi qui as que... travaillé dans les stations d'épuration, tu sais comment on calcule justement ces trucs-là. Oui, et puis enfin, il y a d'autres choses. Dans les stations d'épuration, on travaille sur des paramètres qui sont un peu différents, parce qu'en fait, on détermine deux grandes familles, la demande chimique, par exemple. Hein, la Ouais, mais demande sur le chimique, fond, je parle sur le fond, en fait, le mécanisme, le calcul de base, sur le calcul de base. Est-ce qu'il est pointu ou pas, ce calcul de base déjà? Rien que ne serait-ce que pour de la station d'épuration où on cherche vraiment à obtenir le moins de choses dans l'eau possible. Alors, euh, moi, les systèmes sur lesquels j'allais ne produisaient pas l'eau conduite. Donc, c'était une épuration avant un rejet à la Seine. Donc, c'est une épuration qui est nettement moins poussée que l'épuration qui sert ensuite à reconditionner de l'eau conduite. Donc, il y a Ah, plusieurs bien sûr, étapes ouais, bien sûr. voilà, Mais, qui mais suivent. déjà celle-ci, quand tu commences à la calculer, je sais pas si tu faisais les implantations, parce que ça, on le fait sur les implantations de stations. Hein. Ce type de calcul-là, on le fait sur l'implantation de station. C'est vraiment ceux qui ont mis la station en place et qui ont donné les marches à suivre pour les protocoles. C'est par rapport à un volume d'eau, mais enfin, tu sais, entre, entre ce qui est calculé puis la vérité, à Ouais, bien sûr. tu as 4 On est bouches bien qui arrivent d'accord. de 4 mètres de diamètre et dès qu'il pleut, ils ouvrent hein, et ça repart à la Seine sans être lavé. Hein. Donc, Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je parle sur le papier. C'est-à-dire que sur le principe, il y a des calculs qui ont été faits. Si tu t'amuses à regarder, en fait, il faut savoir faire une équation à quatre inconnus. C'est des trucs, tu te frappes la tête par terre. Hein. Tu te lances dans ces calculs-là, moins d'être mathématicien ou physicien, d'accord. tu vas te gratter la tête pendant une paire d'heures. Hein. Non, moi, je Ne n'étais pas du tout. serait-ce que pour le comprendre, après pour l'utiliser, c'est encore autant d'heures. J'ai visité, j'ai parlé à des ingénieurs, tout ça, mais je ne faisais pas de l'implantation. Moi, j'étais commercial. Donc, en fait, je, j'étais là, j'étais avec les techniciens et tout ça. Je savais un petit peu de quoi je parle, mais euh, j'avais été un peu formé pour ça, mais j'étais pas du tout un technicien de station d'épuration. Par contre, je me suis bien rendu compte que, y compris d'ailleurs quelquefois en fait en pisciculture, on utilisait un petit peu les mêmes procédés. C'est pour ça que j'en parle, c'est parce que Hum. je les ai vus
Ouais, j'ai bien vu sûr. comment ça marche. Mais je me lance pas, comme je le dis, moi je suis pas un scientifique, hein. Je suis quelqu'un qui a développé une connaissance empirique importante, donc j'essaie de la partager. Et l'empirisme, hein, c'est juste, ça s'appelle du bon sens, hein, et de la mémoire, Oui, bien sûr. et de la Ben, de toute compréhension façon, des la plupart du temps, hein, fonctionnements c'est le des cas. uns sur les autres. Je vois régulièrement, je me retrouve face à des gens qui pensent faire les choses correctement parce que on leur a vendu comme ça. Et puis quand j'en discute avec eux et que je leur, parce qu'ils ont un souci, bien souvent, qu'ils me contactent, ben, en discutant avec eux, sans compliquer quoi que ce soit, ben, je leur explique ce qu'ils sont en train de faire et je leur demande s'ils trouvent ça normal et logique. Et ben forcément, ils me répondent que non. Ben, je leur dis pourquoi tu le fais. Bah ouais, mais on m'a dit qu'il fallait. Bah ouais, mais réfléchis, regarde, tu vas te rendre compte très vite que tu fais des bêtises. Et en réalité, quand tu leur expliques ce qu'ils font, bah, ils comprennent très vite. Et ils se rendent Oui, compte très vite de la bêtise qu'ils font. simplement la logique, en fait, le bon sens. C'est du bon sens, plein de fois, c'est du bon C'est sens aussi. ça. Le C'est seul comme mon problème, histoire c'est de gouttes de tout à l'heure. Tu mets une goutte, il en faut deux. Tu mets deux gouttes, il en faut une. Bah, tu te retrouves très vite avec trop de gouttes. Bah, ça, c'est le principe, tu vois, qui est souvent oublié. Comme je t'expliquais tout à l'heure avec les LED, ils comptent toujours un watt par litre. Un watt par litre, en partant du principe où un watt par litre, c'était pour du HQI qui était 5 fois moins puissant que du LED, bah, effectivement, tu te retrouves avec un surcroît de puissance et tu crames tout. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui servent à très vite comprendre en fait de quoi on cause et puis pourquoi on fait des bêtises en fait. voilà. Et puis en fait, bah, tu te rends compte aussi qu'avec l'expérience, et ça, bon, là, de ce point de vue-là, j'en ai beaucoup, parce que je sais pas, j'ai monté 1000 aquariums dans ma vie, quoi. Donc évidemment, c'est pas pareil que d'en avoir un chez soi. Je me suis rendu compte des proportions en fait des milieux, parce que même en eau douce, combien de mecs ont plié un bac de cyclidés parce qu'il y a eu une panne de courant et qu'ils avaient un filtre extérieur poubelle de bassin, hein, les gros trucs EM, et puis bah, quand ils remettaient en route, bah, la poubelle EM, elle foutait le bac en l'air parce qu'elle était partie en anaérobiose. Donc Mhm. là, c'était une question de proportion. Si le filtre avait été plus petit, bah, il n'aurait pas pété le bac. Donc c'est un petit peu le problème quand on parle du sable euh, ou des pierres vivantes. Donc ce qu'on essaye d'aborder quelquefois, vous regardez quand vous montez votre décor avec les roches vivantes, au départ elles sont très aérées, vous mettez vos coraux, les coraux poussent, vous avez des encroutants, vous avez bah, même des coraux branchus qui étalent un peu leurs pieds, et puis ils étouffent les pierres. Donc évidemment, à partir du moment où votre bac il est blindé, les pierres ne remplissent plus du tout le même rôle écologique que dans l'aquarium. Donc la population de microbes est différente. Et ça peut engendrer des accumulations, par exemple, de phosphate. Euh, c'est pas un problème que vous rencontrerez si vous faites cette architecture sur les doigts de coraux, comme on fait maintenant. Parce qu'en fait, on supprime le problème d'étouffement en mettant les coraux, ils se construisent sur de l'air, quoi, hein. Par contre, on n'a plus plus aucune surface où on cultive des bactéries. Alors, on se retrouve avec une quantité de bactéries de pléno très très importante, et ces bactéries de pléno sont dopées à l'oxygène. Donc, quand on coupe l'oxygénation, il n'y a plus aucune limite au développement de, d'espèces de bactéries extrêmement minoritaires dans l'aquarium, auxquelles d'ailleurs même les coraux ne sont même pas confrontés en temps normal, puisque les, les bactéries qui sont allergiques à l'oxygène ne peuvent pas se développer. Donc elles sont dans quelques petites zones, et ces quelques petites zones, vous avez une panne de 2 heures, et ça vous envahit l'aquarium. On a donc ce que j'expliquais déjà l'autre fois, on a pareil sur le DSB ou sur la quantité de sable que vous mettez au fond. On voit souvent le problème, c'est qu'on a créé, en faisant une couche de 3 cm de sable, 4 cm de sable, en fait, souvent elle cause des problèmes, parce qu'elle ne va pas être assez brassée dans le modèle berlinois classique. Le sol, il est moins brassé. On a moins ce problème quand on met les gires,
Mais si on n'a pas de gire, eh bien, on va avoir ce problème. Et d'un seul coup, votre sable, ça devient ami à nitrate et à phosphate. Parce que c'est normal, le- vous avez créé un milieu de culture très particulier. Donc, il est déficient. Euh, c'est ce qui est, et c'est ce qu'on va développer quand Cyril viendra, parce qu'en fait, dans son aquarium, il limite à fond. Il a fait une réserve euh, de pierre dans la décompte, mais dans l'aquarium, il a presque pas de pierre. Donc, c'est sa réserve de pierre dans la décompte qui contrebalance un peu et qui remplace le rôle du sable, le rôle. Donc, on lui demande beaucoup à cette réserve de pierre. Euh, voilà, on en parlait tout à l'heure, on me demandait combien j'avais de kilos de sable dans mon aquarium. Et en fait, rien que dans l'aquarium, j'ai 80 kilos. Voilà. Et 80 kilos, vous imaginez, c'est même pas comme des pierres. Là, la surface, elle est très importante. Donc, la biomasse dans 80 kilos de sable, c'est énorme. Et évidemment, en fonction de l'oxygénation de ces masses de sable, eh ben, vous allez avoir une dominante de milieu. Si vous merdez dans les proportions des différents milieux, eh ben, vous avez un déséquilibre et puis ça fait des nitrates et des phosphates. Donc, ce qui n'existe pas dans la partie supérieure de Tomban et la Carène, puisque là, on est vraiment dans une zone où il y a très très peu de. Déjà, c'est tellement remué que il n'y a pas de, il y a pas de sédiments, quoi. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter euh, sur l'alimentation. Est-ce que pour toi, Bah non, parce que après, comme je t'ai expliqué, comme je t'ai expliqué par message avant de démarrer le live, je pense que si vraiment tu voulais vraiment fixer les choses, il faudrait qu'on fasse milieu par milieu et puis prendre point par point, milieu par milieu. C'est-à-dire que ben les on dit que bon on travaille que sur les je ne sais pas ce que nos spectateurs en pensent, mais on a quand même bien fait le tour, là, déjà, du milieu du ah oui, haut. oui, non mais oui, là, si tu veux, c'est pas parti dans tous les sens, donc c'est très bien, on a réussi à cerner la chose en 1 heure au lieu de 2, quoi. Donc, mais si tu veux vraiment rentrer dans le pointu, si tu veux, par exemple, sur du platier, il faudrait se dire, bah, on fixe le platier et on parle que de platier. On pourrait le faire parce qu'il y a tellement à dire sur des tas de trucs comme ça que tu pourrais largement le faire. Et à l'inverse, eh ben, si on veut rester survoler les choses, comme on l'a fait là et que c'est très bien, c'est bien assez. Hein, je pense, pour moi, à mon avis, c'est largement suffisant. Euh, je pense qu'il faut rester dans ce truc-là, sur ce format-là, si tu veux faire les choses propres, compréhensibles, puis accessibles à tout le monde. D'accord. Alors, bah, je vois qu'il y a des gens qui arrivent, mais bon, on va boucler cette partie d'explication et puis rentrer dans quelques questions que notre invité ou que notre équipe va juger intéressantes à développer. Euh, et puis donc, bah, moi, je vous dis au revoir et, euh, et on revient dans 2 minutes pour répondre à quelques questions, euh, si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Donc, bah, je vous dis à plus, hein, et puis voilà, c'est fini. Coco.